Alors pour commencer, je souhaite d'abord remercier l'ensemble de l'équipe municipale pour votre implication cette année encore sans faille. Je vous l'ai dit l'année dernière, je pense que ça se voit. Nous sommes une équipe d'élus qui s'entend bien, qui fonctionne bien ensemble. Et je peux vous dire que pour le maire que je suis, c'est très appréciable. Mais je souhaite aussi remercier le groupe des élus de la minorité. Monsieur le Méoté, je vous cherchais. Voilà. Nos relations sont emplies de respect républicain. Ça fait honneur, nous faisons honneur à la fonction d'élu et vous savez que j'y suis très attentif. Je voulais vous en remercier. Remercier aussi cette année l'ensemble des services municipaux qui sont dirigés par Flore Talwarn. Celles et ceux qui étaient présents l'année passée le savent, hein. Je ne fais pas des vœux de façon très orthodoxe. Voilà. Moi, je profite de ce moment pour donner à voir et à comprendre. Je trouve que quand on est élu, on a le droit de parler. Et que parler, c'est important et qu'il faut donc dire quelque chose. Et donc, je profite un peu de ces vœux pour dire comment on voit les choses, comment on les imagine. Du coup, c'est vrai, je n'aborde pas tous les sujets d'une ville. Vous m'en excuserez et les collègues élus dont je ne citerai pas l'action ne m'en voudront pas non plus. Allez, je me lance. Il y a un an, je vous parlais de notre façon de faire et du pourquoi nous faisions les choses. Aujourd'hui, nous sommes ici, dans une de ces premières transformations dont je vous parlais. C'est cette chapelle, complètement rénovée pour accueillir les projets des briochines et des briochins, des écoles, des jeunes surtout. Et puis, vous l'avez vu, elle est plutôt belle, décalée, elle nous ressemble, elle est originale. Mais cette chapelle va profondément changer d'usage. Et comme elle va changer d'usage, nous avons proposé qu'on lui change aussi de nom. Alors, vous avez été 46% à choisir la Griffe. Alors moi, je pense que la Griffe, ça vient de Griffon. Eh bien, bienvenue à la Griffe, donc. Et surtout, un grand merci à toutes les entreprises qui ont fait ce travail-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? Pendant un an, je pense que tout le monde me répondra des travaux et des embouteillages. Oui, mais en même temps, vous savez pourquoi? Il y avait de bonnes raisons, je n'y reviendrai pas. Non, plus sérieusement, c'est le monde qui a souffert pendant cette année. Dans nos livres d'histoire, je pense que 2023 sera l'année des tragédies de guerre toujours recommencées. Tous ces conflits pèseront dans les équations économiques, il nous faut en être conscients. Je ne sais pas si vous avez, mais 60% du PIB, l'an prochain, sera lié à une élection quelque part dans une région du monde. Je pense que deux spectres hantent l'Europe. Celui d'une possible défaite de l'Ukraine, ne nous cachons pas, c'est possible, et celui d'un retour aussi possible de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'abandon de l'Ukraine par nous les Européens rendrait l'Europe terriblement plus vulnérable. L'Europe rentrerait dans un système d'insécurité permanent, car l'extrême droite et les partis nationalistes, ils sont soutenus par Poutine, hein, nous renverraient quelque part dans une Europe des années 1930. Je pense que c'est en prenant une plus grande part dans la défense de l'Ukraine que l'Europe peut se protéger d'un retour de Donald Trump et sans doute aussi d'un affaiblissement de l'aide militaire américaine. Alors nos votes, en juin prochain, ils peuvent faire la différence. Ils peuvent faire de l'Europe le nouveau point d'équilibre mondial. Alors moi je vous le demande, quelle majorité donnerons-nous à l'Europe en juin prochain? Et puis, que dire de cette terrifiante situation au Proche-Orient? Une solution plus globale exigerait non seulement la lutte contre les terroristes du Hamas, on est tous d'accord avec ça, mais également le respect absolu du droit humanitaire international, ainsi que la fin de l'occupation des territoires palestiniens, et moi je dirais restitués dans leurs frontières de 1947. Plus près de nous, et moins aussi grave, nous avons connu aussi, nous, une explosion de violence suite à la mort du jeune Naël. Le travail conjugué des forces de l'ordre et des services d'incendie a été, je vous le dis, remarquable. Et je veux saluer ici le courage et le sang-froid des policiers et des pompiers qui, cette nuit-là, ont intervenu en étant caillassés. En détruisant la MJC, en brûlant, en vandalisant des commerces, des véhicules, du mobilier urbain, une partie de la jeunesse à Saint-Brieuc s'est trompée de moyens d'expression. Mais elle a voulu nous dire quelque chose. C'est pourquoi cet hiver, nous organiserons ici à Saint-Brieuc des assises de nos quartiers dans lesquelles nous rejoindrons tout le monde.
Il faut comprendre ce qui change et il faut faire évidemment évoluer nos réponses. Alors oui, je le réaffirme, la MJC sera reconstruite et juste à côté, il y a le centre social Cap Couleur que nous allons aussi rénover avec l'aide de la CAF. Ajoutez à cela, il y a le projet de rénovation urbaine de Balzac. Je le rappelle, c'est quand même 150 logements, des appartements et des maisons. Si vous mettez tout ça bout à bout, va s'ouvrir un bel avenir pour un des plus beaux quartiers de la ville, avec un des plus beaux points de vue sur la vallée de Guédic et sur toute la baie de Saint-Brieuc. Plus proche de nous encore, en France, de profondes inquiétudes s'expriment de plus en plus fortement. Les difficultés pour se soigner, tu l'as dit, et les difficultés pour se loger. Alors, avec le réchauffement climatique, ces défis sont des vrais défis pour chacun d'entre nous, pour vous, pour vos proches, pour vos familles. Et ces sujets se retrouvent exactement ici, à Saint-Brieuc. Mais nous, c'est notre rôle, nous allons tenter d'y répondre humblement, avec nos moyens. Alors, tout d'abord, parlons de cet enjeu majeur de la santé. Que dire de la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre système de santé? Moi, je connais peu de corporations qui se dévouent à ce point pour tenir à bout de bras vos vies, nos vies. Et en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, je veux témoigner ici de leur courage, de l'intelligence qu'ils mettent dans des décisions qui sont, permettez-moi de le dire, stupides. Car la machine budgétaire qui les maltraite, les équations qu'ils sont obligés de résoudre avec le personnel médical, tout cela finalement n'a plus de sens. Et que dire de la médecine de ville, qui ici à Saint-Brieuc comme partout en France est particulièrement en difficulté. Alors ici à Saint-Brieuc, nous avons décidé d'agir à notre échelle, certes, mais agir, car c'est à cela que sert la puissance publique quand le secteur libéral est lui-même dépassé par l'ampleur du problème. Et parce que, je vous le dis souvent, nous faisons collectif, nous avons décidé de créer une réponse collectivement avec la ville de Trégueux, en créant un centre de santé commun. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais entre Trégueux et Saint-Brieuc, ce sont 7200 habitants qui n'ont pas de médecin traitant en ce moment. Moi, j'aimerais saluer la clairvoyance et le courage de Christine Métois-Lebras, maire de Trégueux, et l'ensemble de ton conseil municipal, évidemment. C'est elle, la première, qui est venue me voir et qui m'a proposé de nous associer. Évidemment, je n'ai pas hésité une seule seconde. Christine, travailler avec toi, c'est du bonheur. Voilà, je te le dis. Notre centre de santé ouvrira fin janvier, dans quelques semaines. Alors évidemment, au début, avec 3 médecins, puis dans quelques mois, il ouvrira dans des locaux beaucoup plus grands et nous atteindrons, je l'espère, 8 médecins temps plein, ce qui fait en fait presque 13 médecins, 2 psychologues, un infirmier en pratique avancée. Alors ne vous précipitez pas, attendez, tout le monde ne pourra pas être accueilli tout de suite. Pour démarrer, nous allons évidemment privilégier d'abord les Briochins et les Trégueusiens, mais sans médecin traitant et avec des pathologies graves chroniques. Il faut commencer. Puis, nous ouvrirons plus largement dans le reste de l'année, parce que de toute façon, nous continuons de recruter des médecins pour essayer d'apporter la plus grande réponse possible. Merci à Nadia Laporte, qui n'est pas là ce soir et qui porte ce projet pour nous. Je ne sais plus aujourd'hui, du coup. Ah oui, parlons du logement. J'avais dit la santé et maintenant le logement. Saint-Brieuc regagne des habitants, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Cette tendance, suite au Covid, elle a été très forte en Bretagne, dans beaucoup de villes. Et c'est sûr qu'en 2023, comme partout, elle s'est aussi ralentie. Mais il faut quand même reconnaître que la situation chez nous, et je pense un peu partout en Bretagne, n'a rien d'idyllique. Ici aussi, le parcours résidentiel, il est complètement grippé. Alors, de quoi parle-t-on ? Et parce qu'il est important de ne pas rester sur des stéréotypes qui nous empêcheraient de bien comprendre comment agir, eh bien, j'ai souhaité interroger Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement, présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Et je me suis permis de lui demander ce qui se passait en ce moment pour le logement en France, et plus particulièrement pour le logement social. La situation du logement actuellement est très difficile parce qu'il y a une très grande difficulté pour les ménages à accéder à la propriété.
en réseau d'accès au crédit très compliqué, et une très faible production de logements, que ce soit des logements privés en accession, privés locatifs ou du logement social. Et donc on est dans une situation assez inédite qu'on n'a pas connue depuis plus de 20 ans, où tout est bloqué, et donc des milliers de ménages qui attendent une solution de logement qui corresponde à leurs besoins. Il y a ceux qui veulent partir dans une autre région, s'installer ailleurs, acheter, louer, mais n'y arrivent pas aujourd'hui. Et c'est vrai que face à cette situation extrêmement difficile, nous sommes, les acteurs du logement, dans un sentiment un peu d'isolement, puisque malheureusement, le gouvernement a beaucoup de mal à répondre à l'urgence de la situation, et nous sommes extrêmement inquiets de la passivité actuelle. Bon, on comprend bien ce qui se passe au niveau national. Mais nous, ici, nous devons agir. Et du coup, j'ai souhaité en savoir plus sur les leviers qui pourraient être actionnés au niveau local. Et du coup, je lui ai posé la question. Même si la situation sur le logement est difficile, on peut continuer à agir. Et la première chose très importante, c'est d'avoir des élus locaux mobilisés pour la cause du logement, comme c'est le cas à Saint-Brieuc. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui que nous pouvons développer, et le logement social peut être une solution à côté d'autres programmes de logement. Je veux dire par là que les bailleurs sociaux, nous pouvons proposer au territoire des programmes de logements familiaux, bien sûr, mais surtout des programmes pour loger des jeunes actifs qui débutent leur vie professionnelle, des résidences pour répondre aux problèmes du logement des saisonniers qui cherchent constamment des logements de qualité, peu chers, pour pouvoir prendre des emplois qui sont de courte durée sur un territoire. C'est travailler sur des friches sur lesquelles nous allons pouvoir demain les renaturer, bâtir par exemple des logements qui seront proposés en accession à la propriété et notamment en accession sociale. C'est des programmes d'accès à la propriété qui sont portés par les bailleurs sociaux, qui sont moins chers et qui sont sécurisés parce que nous accompagnons les ménages durant une très longue période. Et puis, évidemment, ces programmes, nous pouvons les développer avec ce qu'on appelle le bail réel solidaire, où on va dissocier l'achat du foncier de l'achat du bâtiment. Il y a donc beaucoup de solutions aujourd'hui pour répondre à la crise du logement, pour répondre aux besoins des ménages sur l'ensemble des territoires, et notamment de le faire avec des projets qui vont être respectueux de l'environnement, qui vont mettre en œuvre des écomatériaux, qui vont permettre de renaturer certaines friches qui étaient laissées à l'abandon, et surtout de faire vivre les populations dans les territoires où elles veulent s'installer. Alors là, je me dis, vous l'avez entendu comme moi, le BRS, le bail réel solidaire, pour Saint-Brieuc, c'est une super solution. Et Madame la Présidente de Terre d'Armor Habitat, chère Gaëlle, je sais que tu es là-bas, Saint-Brieuc est très impatiente de l'expérimenter en réel, car pour nous, ici, la rénovation, c'est la clé de l'habitat. Et c'est aussi un enjeu très important pour les politiques de l'agglomération. Ronan, hier soir, dans ses vœux, en a longuement parlé. Et je veux saluer aussi Sylvie Guignard et Martine Hubert, qui sont les deux qui promeuvent ce travail sur le territoire, parce qu'on a besoin de penser l'habitat sur l'échelle d'un territoire. Pour notre part, nous ici, à Saint-Brieuc, oui, pas de souci. Pour notre part, à Saint-Brieuc, ici, par an, on doit mettre à peu près 900 000 € dans la rénovation et l'habitat social. Mais ces dernières années, ce sont plus de 220 projets de maisons individuelles et de particuliers qui ont été libérés ici, à Saint-Brieuc. Ce sont 702 logements dont les permis en ce moment sont en instruction ou déjà délivrés. 193 appartements pour les seniors. 208 chambres d'étudiants, 320 appartements classiques, et je ne compte pas les 150 de l'Henri Balzac. Et je voulais remercier Aline Le Boëdec qui porte ce sujet avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'attention. Chaque année, Saint-Brieuc, le budget, chaque année, nous mettons 16 millions d'euros, à peu près 16 millions d'euros d'investissement à peu près dans le soutien à nos entreprises locales. Je dis bien locales, parce que plus de 92% de l'investissement briochin, il est fait dans les entreprises des Côtes-d'Armor, voire bretonnes. C'est important de le savoir. Mais malgré toutes nos difficultés financières, et vous savez qu'on en a, nous sommes restés loyalement aux côtés des entreprises cette année encore. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Saint-Brieuc, c'est plus de 4000 entreprises pour la ville. C'est 26 000 emplois. Le solde création-liquidation d'entreprises, cette année, reste encore positif, avec, je crois, 391 créations pour 162 radiations.
Mais pourtant, malgré tout ce potentiel de travail, plus de 300 personnes sont durablement éloignées de l'emploi, notamment sur les quartiers de Saint-Brieuc et de Ploufragan. Alors là encore, nous, on a fait collectif. Avec Rémi Moulin, le maire de Ploufragan, que je salue, nous avons monté un projet TZCLD, Territoire zéro chômeur de longue durée. Et une première entreprise à but d'emploi a été créée cette année. 12 CDI ont été embauchés cette année et 120 CDI seront embauchés d'ici à la fin de l'année. Je veux vraiment remercier le conseil départemental, mon cher Christian. Merci d'avoir transféré une partie de l'aide sociale sur la rémunération de ces emplois. Je veux remercier aussi l'agglomération, parce que c'est l'agglomération qui porte et qui pilote des projets de cette ampleur. Et puis évidemment, remercier Yannick Lecam et Stéphane Lair, nos élus locaux, parce qu'il faut un ancrage de terrain pour aller rameuter ces gens, les amener, les porter et faire en sorte qu'on arrive à ces projets d'emploi. Sur les Côtes-d'Armor, peut-être pas. Sur l'agglomération, ce projet est le plus important projet contre le chômage de notre agglomération. Alors la ville ne se transforme pas qu'en activant la puissance publique, même si j'en suis sa parole, mais elle le fait aussi et beaucoup avec un partenariat, le partenariat avec le secteur privé. Je vais vous donner 2 exemples de notre façon d'imaginer ce partenariat, cette collaboration entre le privé et le public. Premier exemple, l'ancienne gare à l'entrée de Saint-Brieuc, devenue restaurant universitaire. On ne pouvait pas la laisser comme ça à l'abandon, ça fait 2 ans que c'est vide. On a donc travaillé un appel à manifestation d'intérêt avec l'État, qui en est l'actuel propriétaire, pour monter un projet compliqué forcément, parce qu'il doit être respectueux du lieu et de son passé, qui devienne aussi un lieu de spectacle, de gastronomie, de vie nocturne, et tout ça en lien avec l'histoire industrielle exceptionnelle des pinceaux et des couleurs propres à la famille Sauer sur Saint-Brieuc. Ah ben on a réussi. Il y a un porteur de projet qui a été sélectionné et le contrat sera signé cet hiver. Deuxième exemple, le bâtiment Aliende. La friche par excellence, emblématique, au-dessus du centre commercial Les Champs. Nous avons trouvé un accord exceptionnel parce qu'il y a 3 propriétaires. Il y a la ville, il y a le Crédit Agricole et il y a tous les services de l'État. Cet immeuble va enfin être rénové. Rez-de-chaussée, premier étage, on y concentrera tous les services d'accueil de la mairie. Les étages suivants seront un hôtel. Et enfin, au dernier étage, vous aurez un bar rooftop avec une des plus belles vues sur Saint-Brieuc, mais surtout accessible à tous. Merci à Michèle Guibert, directrice générale du Crédit Agricole des Côtes-d'Armor. Merci à tous les services de l'État, à vous, monsieur le préfet. Un petit message aussi que vous passerez à Thierry Mosiman, qui avait aussi décoincé l'affaire il y a 3 ans. Et enfin, un grand merci à Arlane Boulin de Bleu Mercure. Merci de jouer à fond la carte de Saint-Brieuc. Vous voyez, tout ça, c'est une petite transformation à bas bruit, faite de beaux projets, de rénovation, de reconstruction, ce qu'on appelle reconstruire la ville sur la ville. Vous voyez, ça fonctionne. Contrairement à ce qu'on dit souvent, et on le dit trop souvent, une ville, elle ne se rénove pas ou elle ne se transforme pas qu'avec des grues. Une ville, ça se transforme aussi avec son style de vie. La façon dont on vit ensemble compte pour beaucoup. Ça joue beaucoup dans la qualité de nos relations, de notre vie au quotidien. Alors c'est quoi le style briochin? Depuis 3 ans, malgré toutes les crises, nous sommes restés fidèles à nos engagements. L'un d'eux était de vous associer, en tout cas, associer celles et ceux que ça intéresse. Si la démocratie permanente doit être permanente, chacune et chacun s'y implique en fonction de son centre d'intérêt et ses disponibilités. Eh bien, cette année, nous avons décidé d'ouvrir une plateforme participative, elle y est. Toutes les questions, les projets participatifs, les initiatives citoyennes, tout y est, 24 heures sur 24. Quand vous avez envie, vous vous connectez. Merci à Monique Lucas, qui est notre adjointe à la démocratie. Et puis, je crois que maintenant vous commencez à le connaître, ce petit gimmick. Vous savez, cette reprise que j'avais faite d'Ernest Hemingway, Saint-Brieuc est une fête. C'est quand même plus qu'un gimmick. C'est un état d'esprit. Parce qu'une ville, je pense, se vit d'abord dans sa tête, dans son cœur. Un exemple de ce gimmick cette année,
j'en prendrai qu'un, le 1000. Alors pour certains, ça ne parlera pas. Le 1000, c'est un projet associatif. C'est un projet organisé par une bande de copains, de copines. C'est un projet culturel festif, mais alors XXL, hein, qui envahit notre Central Park briochin tous les étés, à la fin de l'été dernier. Et cet été encore, ça a été un très grand succès. Mais ce style aussi, c'est un programme d'animation, comme on en trouve dans toutes les villes. Mais nous, on met peut-être un peu le paquet là-dessus, avec un beau final cette année encore à Noël. Nous avons vécu un super final à Noël. Le projet des lanternes, c'est un projet complètement dingue. Des mois avant, dans les quartiers, les habitants se rejoignent, se connaissent pas, apprennent et fabriquent des lanternes géantes. Des milliers de personnes, le jour même à l'orgie, se retrouvent dans la ville la nuit et défilent comme ça en musique. Ça fait croiser la vie des gens, les quartiers, on construit des choses ensemble et on se rejoint pour un moment qui est unique. La soirée lanterne, ça a été exceptionnel. Vous étiez des milliers ces derniers week-ends, en famille, à déambuler dans les rues piétonnes. Elles étaient magnifiquement éclairées, à profiter des magasins et surtout à goûter au plaisir d'être en ville. Alors, un grand merci au service de la ville. Un grand merci à toi, Nicolas, parce que tout ça, tout ce monde, nous vous le devons. Un grand merci aussi à tous les commerçants qui ont joué les jeux, et surtout un merci à Sophie Audrin, qui est ici avec nous, et à ses camarades qui ont repris cette année l'association des commerçants. Leur tâche, elle est immense, hein, car le commerce du centre-ville à Saint-Brieuc, il souffre depuis de nombreuses années. Mais moi, je pense qu'en s'épaulant, on ne peut qu'y arriver. Alors, cette histoire du commerce briochin fait beaucoup parler. Beaucoup de choses sont dites, souvent fausses, hein, et souvent par des gens qui ne viennent même pas en centre-ville. Mais là encore, si on veut bien agir, professionnel puis service public, il faut prendre un peu de hauteur. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les ressorts qui sont en jeu. Et ce que nous vivons, tous les maires que je croise au Salon des maires me disent qu'ils le vivent aussi. Alors c'est pourquoi, comme pour le logement, je suis allé chercher les éclairages d'un spécialiste du sujet, Pascal Madry. Il est docteur en urbanisme, mais il est surtout directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. C'est un organisme national qui observe et analyse les évolutions du commerce partout en France. Alors, je l'ai interrogé pour savoir d'abord où en sont les opérateurs économiques en ce moment et les consommateurs aujourd'hui. Le commerce est aujourd'hui très chamboulé. D'un côté, les commerçants ont à faire face à une révolution technologique qui bouleverse leur métier, et je veux évidemment parler d'Internet. Pour la première fois dans l'histoire de ce secteur économique, le magasin, qui est l'outil de travail de base du commerçant, n'est plus le point de passage obligé pour commercer, c'est-à-dire pour faire connaître ses produits, pour les vendre et pour les délivrer. D'autres outils peuvent désormais s'en charger, un site internet, les applications de paiement en ligne, la livraison à domicile, en consigne ou encore en point relais. Et ça, évidemment, c'est une vraie révolution. Et puis d'un autre côté, les consommateurs, pour leur part, souhaitent donner un nouveau sens à leur consommation, et notamment en la réancrant dans la proximité. C'est-à-dire qu'ils font de plus en plus leurs achats au plus près de leur domicile, alors dans l'idée de mieux maîtriser le coût, mais aussi le temps de leur approvisionnement. Et c'est un peu comme si prendre sa voiture pour faire ses courses à plus de 20 minutes de chez soi, à 2 € le litre d'essence, ne constituait plus un projet d'émancipation sociale. Alors, quand on entend ça, on se dit qu'a priori, la proximité, ça pourrait être une bonne nouvelle pour les centres-villes. J'ai voulu m'en assurer en lui posant directement la question. Pas vraiment, car les centres-villes, comme celui de Saint-Brieuc d'ailleurs, ont besoin d'attirer un large public à plus de 30 minutes à la ronde pour rester des lieux animés. Et les grandes zones commerciales de périphérie, autrefois très attractives, comme celle de Langueux par exemple, commencent également à être boudées par les consommateurs. Et de ce point de vue, les centres-villes et les zones commerciales, longtemps rivaux, se rejoignent aujourd'hui dans leur difficulté à se maintenir comme des lieux de destination. Et à Saint-Brieuc, zones commerciales et centres-villes sont finalement peu éloignés. Donc ce que j'entends, c'est que finalement c'est une nouvelle donne qu'il nous faut prendre en compte. La complémentarité et non plus l'opposition entre les centres-villes et les zones commerciales. Et moi, je tiens vraiment à saluer Richard Haas, le maire de Langueux, parce que nous deux, nous sommes une nouvelle génération de maires, et je pense qu'on a compris ça.
Entre nos deux villes, l'important maintenant, c'est de jouer la complémentarité. Un point m'interroge encore, c'est la fameuse influence du commerce en ligne. Eh bien, le commerce en ligne, encore marginal il y a 20 ans, capte désormais près de 15% des dépenses de consommation des Français. Ce n'est donc pas rien, hein. Mais lui aussi commence à s'essouffler. Et par exemple, récemment, ses ventes ont reculé d'un point et demi au premier semestre de cette année. Alors, à ce stade, hein, je pense qu'on comprend tous ce qui se joue au niveau national, mais au bout du bout, est-ce que ces grandes évolutions-là s'appliquent réellement à Saint-Brieuc? Question. Alors concernant le retour du commerce de proximité, je pense qu'il s'agit d'un mouvement promis à durer, car il répond à des attentes profondes des consommateurs qui, comme je le disais tout à l'heure, veulent donner un peu plus de sens à leur consommation sur le plan écologique, sanitaire, et tout en faisant attention à leurs dépenses de temps et d'argent. En revanche, la baisse d'attractivité des centres-villes, elle, n'est pas inéluctable et ni souhaitable, hein. Certes, les centres-villes ne sont plus au cœur de la consommation. Les Français leur consacrent seulement 15% de leurs dépenses, mais ils restent au cœur de l'identité et de l'attractivité des territoires. Et heureusement, dans le cas de Saint-Brieuc, le centre-ville dispose de nombreux atouts pour relever ce défi d'attractivité. On y compte plus de 400 commerces, organisés à travers une multitude de rues, de places, au milieu d'équipements publics, de monuments historiques, fréquentés chaque année par des milliers de gens. Et on ne retrouve pas une telle scène publique à 30 minutes à la ronde. Une telle scène publique. Voilà l'autre aspect sur lequel nous devons jouer. À l'été 2025, la place de la Résistance sera transformée. C'est un projet partagé par la population, mais sûrement le plus compliqué de notre mandat. Il rassemble toutes les contraintes, il rassemble tous les enjeux, notamment transformer l'image de la ville pour la rendre plus attractive. Depuis 2 ans, nous travaillons très fort avec un groupe d'acteurs actuels et futurs de la place, qu'ils soient commerçants du marché, qu'ils soient de tous âges. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'avant de parler de ce que nous pourrons faire de cette place, il faut partir de ce que nous voulons garder de cette place. Comme le marché, 2 fois par semaine, hein, avec des camions qui tournent sur la place. À Rock et Rock'n'Talk, avec ces grands barnums qui vont s'installer dessus. Autant dire que la partie centrale de la place doit rester vide. Il faut y ajouter les contraintes incontournables, ajouter de la nature. Nos villes aujourd'hui, elles sont trop minérales. Il faut gérer l'eau de pluie. Il faut permettre des accès de camions pour aller dans la Seine nationale. Il faut permettre le stationnement pour l'hôtel et puis pour les commerces de la rue Joaillan. Bref, c'est quand même un sacré casse-tête. Et tout ça pour ajouter des nouvelles fonctions comme un marché à manger. Invention qui n'est pas rennaise, hein, mais qui est bien briochine, me disait le chef Nicolas Adam de la Vieille Tour. Ajouter des terrasses, un espace de cinéma, de spectacles d'extérieur, et plus encore. Et j'oubliais, tout ça pour moins de 2 millions, en moins de 8 mois de travaux. Si, c'est possible. On met tout ça dans un shaker, et finalement, voilà le résultat. Et ce qui est de plus étonnant, c'est que ici, cette petite place-là n'avait jamais été pensée initialement dans le projet. On l'appelle la place de la mère Moustache. Il faudra lui trouver un vrai nom hein, plus tard. Mais ça, c'est sorti naturellement comme étant un des lieux, je pense, qui va être un des lieux forts. Bon, retournons à notre style de vie et passons à un autre sujet. Sans doute moins agréable, mais parce qu'il faut pouvoir en parler ce soir avec vous. Vivre ensemble implique d'avoir confiance. Et ces 10 dernières années, le sentiment d'insécurité ici à Saint-Brieuc, il faut reconnaître, il n'a pas cessé d'augmenter. Alors, bien sûr, c'est un phénomène qu'on trouve partout en France, on est d'accord, mais ici à Saint-Brieuc, il est particulièrement prégnant. Alors nous, on a réalisé une étude sur ce sujet. Et si les délits et les atteintes aux biens sont dans la moyenne basse, on va dire, pour une ville de notre importance, d'ailleurs, ils n'ont pas augmenté ces dernières années. Mais le sentiment d'insécurité, lui, reste très important. Bien plus important même qu'en banlieue parisienne, par exemple. C'est dire à quel point notre seuil de tolérance est vraiment très bas. Mais en soi, c'est simplement parce que notre attachement à notre qualité de vie se trouve là. Est-ce que vous savez que 70% de ce sentiment vient de la présence des attroupements, souvent bruyants, ou d'individus alcoolisés, insultes, crachats, impolitesses,
franchement, l'alcool à Saint-Brieuc, c'est un vrai problème. Et nous, eh bien, on a décidé de s'y atteler. Et je veux vraiment remercier tous les acteurs qui se sont mis autour de la table pour apporter des solutions. Les cafetiers, les supérettes, les vendeurs d'alcool, mais la police, les services sociaux, les services de santé, les associations sur les addictions. Merci pour votre sens des responsabilités. Alors avec vous, je suis d'accord, hein, il n'y a qu'un faux qu'on simpliste comme je peux l'entendre et je peux le lire parfois. Non, c'est un travail sérieux, de longue haleine, mais ensemble, on sait qu'on peut y arriver. Mais rappelez-vous que dans le fond, n'oubliez jamais que même si vous trouvez des personnes gênantes, l'espace public, il est accessible à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. C'est une pente dangereuse sur laquelle je trouve notre société est en train de glisser. Revenons à des règles simples, de base, qui facilitent le vivre ensemble. Amabilité, tolérance et surtout courtoisie. Mais parce qu'on ne veut pas plaisanter, parce qu'on ne plaisante pas avec la sécurité en tout cas, en 2 ans, nous avons, nous, augmenté les effectifs de la police municipale, changé son mode opératoire en étant plus présent le soir sur le terrain. Nous utilisons une caméra mobile dont on change régulièrement l'emplacement dans la ville pour mieux comprendre certains phénomènes, comme les rodéos par exemple, qui, depuis qu'on fait ça, ont largement ralenti. Merci Stéphane Favret, François Porzer pour vos actions déterminées sur ces sujets. Nous avons aussi renforcé notre partenariat avec la police nationale qui, elle aussi, a augmenté ses effectifs sur Saint-Brieuc. Et j'ai reçu l'engagement, merci monsieur le préfet, de l'État pour l'agrandissement et la rénovation du commissariat, parce que les conditions de travail des forces de l'ordre, c'est aussi important. Alors, je dois aussi vous parler du partenariat avec la justice. C'est essentiel dans cette chaîne d'action que nous devons avoir. Et je veux remercier monsieur le procureur pour son implication à nos côtés et aux côtés des forces de l'ordre. Ces derniers temps, Loïc, tu en as parlé, l'extrême droite se répand doucement en Bretagne. Alors, peut-être plus lentement qu'ailleurs, ce ne sont pas nos valeurs. Mais le populisme, hein, les agitateurs, ils sont bien là. Profanant les symboles de la résistance à Pleuc-l'Hermitage ou collant des affiches nazies ici à Saint-Brieuc. Alors vous êtes sur leur piste, monsieur le procureur, je le sais, et je sais qu'avec le travail des enquêteurs, ces gens-là seront retrouvés et ils seront traduits en justice. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parler d'incivilité, respect des conceptions politiques des autres, de laïcité. Tout ça, ça s'apprend à l'école. L'école, c'est la mère des batailles. Ces insupportables irrespects et violences faites aux femmes viennent d'abord d'un manque d'éducation à l'autre, au féminin, à l'altérité. C'est là le cœur du projet éducatif de Saint-Brieuc, porté par Chikdem Aktas. C'est dans nos écoles maternelles et élémentaires que se joue l'équilibre de la société dans 15 ans. Et c'est pourquoi nous voulons faire le pari de l'école, mais de l'école et du périscolaire. C'est un ensemble qui doit être pensé. Les deux vont redonner les moyens d'agir par des écoles et des accueils périscolaires qui doivent être rénovés. Dans notre mandat, nous aurons reconstruit 4 écoles, avec des cours d'école qui doivent donner toute leur place à tous les enfants, quel que soit leur genre. En 2024, ça paraît anecdotique, mais nous augmenterons le budget de soutien aux activités des écoles. Ça veut dire que chaque directeur et chaque directrice pourra enfin l'utiliser librement comme elle le souhaite. Mais plus important, je pense encore, nous lancerons un grand plan de changement de l'ensemble du mobilier et des équipements des écoles sur 3 ans. Je pense que beaucoup de parents, comme moi, diront ici qu'il était temps. 2023, je change complètement de sujet. 2023, c'est une année riche en culture et en fêtes à Saint-Brieuc. Je pense, et il faut le souligner, on va se souvenir longtemps de la parade des 40 ans d'Arroc. Mais on se souviendra aussi des 50 ans de la grève du juin français pour la fête que nous en avons fait. Et puis, je veux parler aussi des délirantes célébrations des 150 ans de la naissance d'Alfred Jarry. Nous sommes aussi devenus cette année une ville 100% OAC. Qu'est-ce que ça veut dire OAC? Ça veut dire que nos écoles à Saint-Brieuc ont atteint 100% du niveau nécessaire pour le label éducation artistique et culturelle. Merci, cher Romain,
notre ministre de la Culture. C'est à toi qu'on le doit avec ton obstination sur ce sujet. Vous voyez, nous poursuivons donc cette tradition d'une ville où la culture joue un rôle fondamental. Alors, j'en profite pour saluer la volonté politique des élus précédents qui ont doté la ville de tous ces équipements majeurs qui en font sa force. Ça, c'est un petit clin d'œil à Alain Cadec qui me dit souvent qu'on ne parle pas assez de tout ce qu'ont fait les équipes précédentes. Et tu as raison, c'est la continuité du projet républicain. Je l'ai corrigé ce soir. Ces équipements, c'est quoi? Équipements culturels, bien sûr, hein, mais aussi beaucoup d'autres. La gare TGV, le pôle d'échange multimodal, la grande chance de notre département et la grande chance de Saint-Brieuc. On a un pôle universitaire et puis on a plus de 70 équipements sportifs ici. Je vais dire ça sans aucun jugement, mais vraiment sans aucun jugement. Mais nous avons perdu 7 terrains de foot ces 10 dernières années. Forcément pour de bonnes raisons, ce n'est pas le sujet. Mais il va falloir en recréer. Et d'ici à 2026, nous allons recréer donc 3 terrains de foot pour aboutir jusqu'à 16. Et encore 16, je vous le dirai, ce n'est pas assez. Cette année, nous allons renforcer le plateau d'athlétisme d'Hélène Boucher. On s'est aperçu le week-end, les vacances, que beaucoup de monde utilisait ce plateau librement, en accès libre, et pas forcément dans le cadre d'associations. Eh bien, on va créer un vrai pôle sportif d'extérieur en accès libre sur ce plateau-là, avec des terrains de paddle, de basket 3 contre 3 et de street workout. Ne me demandez pas ce que c'est. C'est un projet porté par Thierry Stivater. Petite confidence, nous avons aussi un plan pour construire 2 pump tracks. Alors là aussi, vous allez me dire, il était temps pour Saint-Brieuc. On en fait un en 2024 à l'ouest, du côté du village, et ensuite on en fera un autre du côté de Beaufeuillage. Bon, il manquera toujours à Saint-Brieuc une salle d'escalade. Parce qu'à Saint-Brieuc, la salle d'escalade, il n'y en a pas. C'est un mur, et en plus, cher Loïc, il n'est pas chez nous, il est dans un gymnase qui appartient à la région. Mais effectivement, il faudra qu'on corrige ça plus tard, mais à Brésillet, l'été prochain, ouvrira dans l'ancien centre de tri de la ville, le Social Sport Club, avec l'enseigne à succès rennaise BDS et avec enfin à Saint-Brieuc une véritable salle de bloc d'escalade. Fini les déplacements à Rennes ou à Brest, l'été prochain, rendez-vous à Saint-Brieuc. Et je veux vraiment remercier Johan Bizouarne de Bleu Mercure qui a porté pendant 2 ans à bout de bras ce projet. Comme partout en France, 2024, année des Jeux Olympiques. Mais pour Saint-Brieuc, ce sera aussi année des Jeux para-olympiques. Nous organiserons évidemment beaucoup de manifestations et je veux déjà remercier les associations. Mais nous aurons aussi 2 manifestations très particulières sur le sport para-olympique. Vous le savez sans doute, vous le savez même sûrement, nous sommes attentifs aux conditions de vie de nos aînés. Et là, en ce moment, partout en Côte-d'Armor, de très nombreux maires se mobilisent pour obtenir des moyens supplémentaires. Vous en avez sûrement entendu parler. Notre problème, c'est le problème des déficits de nos structures d'accueil. À Saint-Brieuc, c'est le CCAS qui est engagé dans ce mouvement, car nos établissements, à nous aussi à Saint-Brieuc, sont déficitaires. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui, tous les ans, sont pris dans le budget principal de la ville pour aller éponger ces déficits. Nous restons plus que jamais mobilisés pour qu'une loi grand âge à la hauteur des enjeux, pas ce qu'on nous propose aujourd'hui, voit le jour le plus rapidement possible. Merci à toi Thibault pour porter ce projet en notre nom. Alors, vous connaissez le NP Glace à peu près? La voie ferrée désaffectée qui relie de la gare au Légué. Nous avons fait un premier tronçon qui va jusqu'à Chaptal et il a complété les quelques 8 km de voies cyclables déjà réalisées ces dernières années. Merci Blandine, c'est grâce à toi et ton obstination sur ce sujet que nous avançons. Au second semestre, nous allons travailler le tronçon le plus important, celui qui part de Chaptal jusqu'à la plage du Valais. Et l'année suivante, nous passerons sous le tunnel et nous redescendrons enfin au port du Légué. C'est un projet qui est financé par la ville, par l'agglomération, par la région, par l'État. C'est le parfait exemple d'un travail collectif. Tout ce travail-là, c'est la richesse du partenariat qu'on a réussi, et puis pas que du partenariat. Pour que ça fonctionne, il faut de la confiance. C'est tout ça que nous avons réussi à faire pendant 3 ans. Vous voyez, ça fonctionne. Et je veux parler aussi de tout le travail qui a été fait cette année avec les habitants, avec vous,
autour du domaine de la Tour de Cesson, le projet autour des Trois-Vallées. Tous ces projets-là vont démarrer cette année, en 2024. Mais je veux aussi annoncer qu'après 2 années de lutte et d'efforts, la plage du Valais devrait enfin retrouver du sable avant la fin de l'hiver. Et là, ouais, on peut applaudir quand même, parce que c'est un sacré boulot. Allez. Et là, je dois te remercier, cher Loïc, parce que c'est l'engagement que tu avais pris avec moi au moment où on a décidé d'abandonner ce 4e quai. Tu le tiens, je te remercie. Merci beaucoup, Gaëlle Nick. Elle est élue conseillère municipale, mais elle est aussi notre représentante à la région. Et c'est elle qui a travaillé ce projet avec le projet sur l'avenir du port. Alors, je vais conclure, ça y est. Comme l'an passé, je veux terminer ces vœux en vous parlant du port, justement. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous y balader sur l'une ou l'autre rive, bientôt rejoints par la balade de la voie verte du Antiglas. Je veux vous dire que le projet esquissé par la région, en partenariat avec tous les acteurs du port, c'est un projet enthousiasmant. Il va conjuguer la protection de l'emploi, de l'économie maritime, le développement de la vie sociale, culturelle, touristique, et surtout tout ça dans le respect des limites naturelles de notre baie. Après la reconquête du centre-ville, moi j'aime à imaginer que ce sera le prochain grand projet d'avenir pour Saint-Brieuc. Enfin, Céline Guivarch, c'est la co-rédactrice du dernier rapport du GIEC. Elle est briochine, figurez-vous. Et quand elle est venue faire une conférence ici en octobre dernier, elle nous a livré un message important. Il faut avoir une compréhension des choses pour agir. Mais hélas, cette compréhension seule ne suffit pas. Nous sommes, nous les humains, trop peu faits pour appréhender les problèmes qui sont à des échelles temporelles, géographiques qui nous dépassent. Alors, on les approche intellectuellement, certes, mais ils ne nous touchent pas. Ces problèmes, nous n'arrivons pas à les ressentir. Elle nous dit, pour changer, il nous faut prendre le temps, prendre toutes les occasions de ressentir les choses. Le temps qui change, la neige qui n'est plus là, sauf hier, l'eau qui nous manque un jour, ou trop de voitures un matin à Saint-Brieuc. Il ne faut pas avoir peur, nous dit-elle. Il faut prendre sa part de risque pour changer un peu, voire beaucoup, et il faut surtout avoir confiance. Et ça m'a fait penser à une citation de Louis Guillou rapportée par Mona Ozouf. Une histoire, aussi folle et imprévisible soit-elle, si on la porte à une oreille délicate, c'est la mer tout entière qu'on entend. Alors en 2024, rejoignons la mer, prenons la vague ensemble et qu'elle vous apporte du bonheur, de la joie et confiance en l'avenir. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, de tous les services de la ville et du CCS, je vous souhaite une belle et lumineuse année 2024.